Bonjour à tous. On va démarrer cette nouvelle session de la quotidienne par la partie PDM. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. On démarrera à l'heure, à 11 heures. Pour l'instant, on voit les gens se connectent petit à petit. Donc, je vous mets en attente. On va démarrer d'ici 2-3 minutes. Bien, bonjour, Romain Fauché. Donc, vous me connaissez maintenant. Je suis un peu présent dans toutes les quotidiennes depuis 15 jours. Donc, je vais poser la question avant que Jean-François ne démarre son exposé sur l'amélioration des performances, enfin, améliorer les performances de ce SolidWorks PDM. Déjà, est-ce que vous nous entendez? Donc là, vous avez dans les questions. Oui, nous vous entendons. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Ben, je vais te donner la main, Jean-François. OK. Quand tu me diras si je commence là, j'attends quel moment je démarre. Oui, on peut peut-être commencer. On va commencer. Ok, donc bonjour à tous. Donc une nouvelle semaine démarre, toujours effectivement en confinement. Donc pour beaucoup d'entre nous, je pense. Donc on a choisi aujourd'hui comme thème la partie PDM et notamment la partie performance sur PDM. Donc on verra plusieurs sujets aujourd'hui sur PDM. Donc l'ordre du jour, un premier chapitre en fait divisé en 3 parties, donc sur la partie préconisation PDM, les nouveautés 2020 notamment sur la partie performance, puisqu'il y a eu un gros travail de fait sur cette version-là, donc on effleurera le sujet quand même, et puis aussi enfin un point qui va sûrement vous intéresser ici, c'est le télétravail avec PDM, avec quelques astuces, quelques combines et quelques trucs astuces pour démarrer et pouvoir travailler plus facilement, on va dire, avec le télétravail. Donc le premier point, on a redivisé ce point-là en différents sujets. Donc c'est un sujet qui va aussi intéresser forcément les admins et les services IT de vos entreprises, puisqu'en fait on va parler aussi serveur SQL, on va parler pas mal de choses sur la partie serveur pur, poste de travail. Mais c'est bien d'avoir un aperçu de tout ça. Sachez que de toute façon, cette session sera disponible en replay. Après, si jamais vous souhaitez la montrer en interne à vos services IT, n'hésitez pas à renvoyer ce lien donc, sur la chaîne SolidWorks France, sur la chaîne YouTube SolidWorks France. Il sera disponible en replay quelques heures après notre présentation. Donc, on va démarrer donc, par le premier sujet, donc sur la partie, donc tout ce qui tourne autour des serveurs, le firewall, l'antivirus, les réplications, ainsi de suite, les différentes formes d'installation. La première chose, premier cadre, on va dire, déjà, c'est de poser la structure, comment est installé SolidWorks PDM. Bon, je pense que ceux qui l'ont en place aujourd'hui, ça n'a pas forcément de secret pour vous, mais c'est important de rebalayer ce point-là. Première chose, en fait, le serveur PDM, quand on a en place un PDM, on a deux zones. Une première partie, donc, qui est une base de données. Pour nous, c'est une base de données hébergée sur Microsoft SQL. Donc ça, c'est important de savoir que c'est du SQL, puisqu'il y a des préconisations à tenir par rapport à cette configuration-là. La base de données, en fait, elle sert à enregistrer tout ce qui est propriété, attributs, tout ce qui est lien de fichiers, les liens parents comme les mises en plan sur une pièce ou sur un assemblage, et les liens enfants aussi, ce qui nous permet d'avoir notamment les cas d'emploi et ainsi de suite. Donc ça, c'est le travail de la base de données. On va voir que cette base de données est énormément sollicitée.
La deuxième partie, en fait, au niveau de l'installation sur les serveurs, vous allez retrouver ce que l'on appelle un serveur d'archives. Alors ça, c'est le terme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais effectivement, archive, pourtant, c'est vos données physiques vivantes, hein, mais ça s'appelle comme ça. Donc, on a bien deux zones séparées. On les a représentées ici sur le petit graphique avec deux serveurs. On peut avoir sur des petites structures, hein, l'ensemble base de données et serveur d'archives sur un même et seul serveur. À partir du moment où on va commencer à atteindre un certain nombre d'utilisateurs, on va préférer avoir un serveur SQL dédié. On en reparlera plus tard. Et donc une fois qu'on a cette structure-là d'installer donc la partie serveur, archives et base de données, on va avoir en fait X postes clients qui vont se connecter à ces serveurs via ce que l'on appelle une vue locale. Une vue locale, donc le principe en fait c'est un cache local. On ne travaille jamais en fait sur les données qui sont sur le coffre-fort, sur le serveur. On travaille toujours sur des données en fait en local. Pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Par contre, en termes de performance, effectivement, ça change totalement l'utilisation lorsqu'on utilise PDM ou lorsqu'on va chercher des données sur un serveur sans PDM. C'est tout l'intérêt du PDM, la partie performance notamment. Donc, on peut avoir autant de postes clients, hein, de connectés, et après, en fait, on va parler des coffres-forts et ainsi de suite. Premier point en fait on va aborder, c'est la partie installation ou mise à jour. Donc sur la partie installation, des points clés à respecter, c'est d'avoir toujours en lien la version de SolidWorks avec la version de PDM. Alors quand on dit en lien, on est capable on supporte, on va dire, PDM avec deux versions de SolidWorks en arrière. Donc dans l'exemple que j'ai pu écrire ici, donc SolidWorks 2018 va être supporté avec un PDM 2020, SolidWorks 2019 et SolidWorks 2020. Donc la version identique et deux versions en retard. Ce que l'on ne supporte pas, par exemple, c'est un SolidWorks 2017 avec du PDM 2020, je vous donne trois versions d'écart, ce n'est pas supporté, ou un SolidWorks qui serait plus récent, plus en avance que le PDM. Ça, ce n'est pas supporté. Donc ça, c'est des choses à bien respecter et bien mettre en place. Ensuite, lorsque vous allez faire une mise à jour du serveur, il y a des règles aussi, des points à respecter lors de cette mise à jour. La première chose, vous allez avoir à faire une migration de la base de données, hein, puisque la base de données est écrite et à chaque changement de version est réenregistrée avec un nouveau modèle. Donc ça, c'est important, ça c'est purement du fonctionnement SQL. Ensuite, vous allez avoir à faire la mise à jour des postes. Ce qu'il faut savoir dans la mise à jour des postes, depuis la version 2017, on accepte différents services packs entre les postes. Il faut que tous les postes et le serveur soient à la même version, par exemple 2019. Par contre, des postes peuvent être en SP4, d'autres en SP5, voire en SP3. C'est-à-dire que cette mise à jour des postes peut se faire dans le temps. Vous n'êtes pas obligé si vous avez un parc important, vous pouvez en fait migrer petit à petit les postes. Par contre, ça nécessite d'être tout le monde dans la même version. On ne va pas travailler certains postes en SolidWorks 2018 et d'autres postes en SolidWorks 2019, puisque dès que vous allez enregistrer des fichiers, ça c'est côté SolidWorks, vous ne saurez pas les ouvrir dans une version antérieure. Ensuite, lors d'une mise à jour, vous avez à faire la mise à jour des compléments. Donc, ce qu'on appelle les compléments, c'est les petits add-ins, ce qui va vous permettre, par exemple, de générer des PDF en automatique. C'est tout ce qui est en fait lié aux tâches et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une mise à jour aussi importante à faire que on peut des fois zapper. Et puis en dernier point, où là, en fait, on a un outil spécifique qui est pas forcément connu, qui s'appelle le File Version Upgrade. C'est vraiment un outil à part entière qui doit s'installer et qui va vous permettre de faire la mise à jour de vos fichiers lors de la migration. Si vos fichiers sont en SolidWorks 2018 et que vous migrez en SolidWorks et PDM 2020, vous allez en fait avoir tendance à demander la migration de vos fichiers. Pour le faire, il y a un outil. L'intérêt en fait de cet outil, c'est qu'il va pouvoir vous faire cette migration en lot. Là, l'idéal, c'est de vous rapprocher de votre vendeur, hein, pour mettre en place la méthodologie qui va bien, puisqu'il y a des choses à mettre en œuvre. Notamment, cet outil-là prend en charge l'utilisation de plusieurs PC en même temps. On va pouvoir dédier un PC maître et lui donner des esclaves, c'est-à-dire migrer un lot de fichiers importants pendant un week-end, par exemple.
L'important, surtout, on va dire, dans la base, le fonctionnement de base, c'est au minimum de migrer vos fichiers, ce que j'ai appelé ici fichiers de bibliothèque, c'est surtout tous les fichiers qui peuvent être en lecture seule pour les utilisateurs classiques. Et donc, au moins qu'on ne se retrouve pas bloqué lors de l'enregistrement d'un nouvel assemblage, d'un assemblage existant, pardon, il va nous demander en fait la migration de ces fichiers. Donc tant qu'à faire, le minimum, c'est au moins de migrer les fichiers de bibliothèque. Et après, effectivement, si vous migrez les affaires en cours, c'est pas mal aussi, puisque ça évite à chaque utilisateur de devoir réenregistrer à chaque fois. Donc il faut savoir qu'il existe un outil pour ça, spécifique, qui est présent. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vendeur hein, pour avoir des informations et surtout de la méthodologie. Voilà. Ensuite, par rapport à la mise en place en fait d'un PDM et des points qui peuvent jouer sur la performance, on va avoir l'antivirus. L'antivirus et le firewall. Bon, l'antivirus c'est souvent plus agressif puisque en fait il va falloir mettre des exceptions. Donc des exceptions, on va avoir à en mettre côté serveur et aussi on aura à mettre des exceptions côté client. Donc des exceptions, ça va être ces trois exécutables qui sont présents ici là, à l'écran, qui concernent en fait vraiment les applications serveurs de PDM, éviter en fait que l'antivirus les scanne et les bloque à chaque fois. Et côté client, c'est pareil, on a aussi une liste de fichiers à passer en exception qui n'analysent pas, en fait, qui ne bloquent pas. Donc la liste, en fait, c'est en général l'ensemble des exés qui se trouvent sous le répertoire d'install. Il y a une petite commande, hein, c'est pareil, pour retrouver l'ensemble de ces exés, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur hein, pour avoir toutes ces informations-là, de tous les éléments à passer en fait en exception. Côté, on y reviendra après hein, sur les différents ports côté firewall quand on parlera de la partie SQL. Côté optimisation, toujours donc dans PDM, n'hésitez pas à aller regarder régulièrement en fait le journal des événements de Windows et la console d'administration aussi de PDM. Dans la console d'administration de PDM, vous avez accès. Alors, je vais juste vous montrer la console d'administration. Dans la console d'administration PDM, en fait, hein, vous allez retrouver en fait ici un fichier journal qui va être l'ensemble des informations liées au poste sur lequel je me trouve. La console d'administration, pour rappel, elle s'installe sur tous les postes sur lesquels on va avoir du PDM. Donc, on peut faire de l'administration des droits, l'administration, l'ensemble de l'administration de PDM peut se faire depuis n'importe quel poste, à partir du moment où on a les mots de passe et les logins. Il faut savoir que sur cette console d'administration, lorsque vous la lancez sur un PC, vous avez le fichier journal de l'administration de ce poste-là. Donc ça, c'est important de vérifier régulièrement en fait à l'état si c'est juste des informations, c'est très bien. Si vous commencez à avoir en fait des messages d'erreur, des choses comme ça, c'est important de les identifier et de les remonter en fait au support, à votre support via le VAR. Le journal des événements hein, aussi, le journal des événements du serveur Windows, important de le scruter régulièrement et voir s'il y a des erreurs liées à PDM. Donc ça, c'est des choses, on va dire, de base. Un point aussi sur la partie amélioration, on va parler de la partie réplication. Donc certains clients utilisent PDM en mode réplication. Donc le mode réplication, c'est à partir du moment où on va retrouver plusieurs sites déportés. Le principe, donc on retrouve le petit schéma de départ que l'on avait tout à l'heure avec le serveur de données, le serveur d'archives et les postes clients. Ça, on va imaginer ça sur le site principal. La partie réplication permet d'avoir en fait de répliquer cette installation côté serveur d'archives, donc la partie des fichiers, sur chaque site qui serait en fait distant du site principal. On peut parler en fait de sites différents en fait sur un même territoire en France, hein, plusieurs sites en France ou plusieurs sites aussi à l'étranger, puisqu'on va pouvoir se connecter évidemment de cette manière-là. Au niveau de la réplication, là, j'aborde que le cas de la réplication du serveur d'archives. Donc, on accède depuis un poste distant, les sites distants accèdent à la base de données principale via le réseau, forcément. Et puis après, en fait, ils accèdent aux fichiers en local, c'est-à-dire que la partie lourde, la partie vraiment qui va peser au niveau des transferts réseau, va se trouver sur leur serveur local, sur leur site. C'est ce qui permet d'alléger en fait tous ces temps de transfert et ce travail, et d'éviter d'alourdir le réseau.
j'ai pas représenté ici le schéma, on a aussi la notion de réplication de base de données SQL. On en reparlera un peu plus loin. Ça, c'est le cas le plus classique, celui que l'on retrouve c'est chez la majeure partie de nos clients qui ont aujourd'hui de la réplication. Donc dans ces cas-là, en fait, on va parler de côté réplication. Dans ces cas-là, en fait, ce qui est important lorsque l'on met en place la réplication, c'est déjà d'analyser entre tous les sites. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de différents sites en France. Ça peut être aussi différents sites à travers le monde. Hein. On va, la première chose, en fait, analyser la latence et la bande passante. Donc ce sont les deux facteurs clés pour une réussite du fonctionnement hein, de PDM. Ici, on a pris un petit exemple hein, avec des temps de latence connus. Donc, aujourd'hui, clairement, les temps de latence vers l'Asie enfin l'Asie, principalement la Chine, hein, on va dire, sont assez compliqués. Sinon, dans le reste du monde, globalement, on est plutôt sur des temps de latence à peu près corrects. Ce qu'on appelle temps de latence correct, en fait, c'est aux alentours des 70 millisecondes, aux alentours des 70 millisecondes et en dessous, forcément, on a un fonctionnement correct et conforme de PDM. Au-dessus, forcément, plus ça va aller, plus les temps de latence vont être longs, plus on va avoir de temps de réponse, puisqu'en fait, ce temps de latence va totalement définir le temps d'affichage des informations de la base de données. Clairement, on considère qu'au-dessus de 250 millisecondes, PDM n'est pas utilisable en tant que tel si on a un temps de latence supérieur à 250 millisecondes. On va avoir en fait des temps d'attente trop longs. Ça resterait utilisable, mais par rapport à l'utilisation courante, si on a quelqu'un qui conçoit à l'autre bout, ça va être très long. Si c'est que de la consultation, ça peut le faire, mais de l'utilisation pure avec du SolidWorks, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un point clé à prendre en compte avant la mise en place de la réplication et bien vérifier en fait ces temps de latence. L'autre chose sur la partie réplication, c'est aussi de vérifier en fait les créneaux horaires les plus adaptés. Donc pas hésiter en fait à simuler un petit peu les plages horaires de travail des différents sites, des différents sites situés sur différents continents, et voir un petit peu pour mettre en avant les créneaux dans lesquels on va pouvoir répliquer, donc dans lesquels on va pouvoir sauvegarder. Donc ça, c'est des choses importantes à mettre en place. Et peut-être que sur un volume de données important, on sera amené à mettre en place en fait des arrêts de tâches, notamment de réplication, puisque pour permettre que lorsque tout le monde va se remettre à travailler, avoir libéré le réseau et ne pas être bloqué par des réplications de fichiers lourds. Donc ça, c'est des choses pareilles. Hein. Tout ça, c'est analysé en amont de la mise en place et on le fait en fait au travers de documents précis. Sur cette réplication, on a pas mal d'options disponibles. On n'est pas obligé de répliquer l'ensemble des données. C'est-à-dire qu'un coffre qui va être utilisé en France par un bureau d'études avec un bureau de R&D, peut-être que la R&D ne souhaite pas partager l'ensemble du contenu de ce qu'elle va faire, ou peut-être ne rien partager du tout. Si elle ne souhaite pas partager l'ensemble du contenu, en général, on va le régler par les workflows, avec les droits sur les états. Si on ne souhaite pas partager, rien partager du contenu d'un dossier, on va le régler directement par la réplication, puisque dans la réplication, on sait mettre en place, on sait choisir les dossiers que l'on souhaite répliquer. Et après, dans chaque dossier répliqué, eh bien, on va pouvoir aussi choisir différentes choses, comme par exemple ne répliquer que la dernière version ou ne répliquer que la version avec des révisions. Ça, c'est important. Ça, c'est des choses qui permettent d'éviter de faire parcourir en fait l'ensemble des versions via le réseau si de toute façon les personnes en face n'utiliseront que les versions révisées. Donc ça, c'est des petites options hein, à bien analyser, hein, parce que de base, elles ne sont forcément pas activées, mais effectivement, il faut bien aussi analyser tout ça. Et je reviens à l'option que je parlais en fait sur le slide d'avant. Donc la possibilité d'arrêter aussi la réplication. Alors, pourquoi on arrêterait la réplication? Tout simplement par rapport au créneau. Je reviens un petit peu en arrière. Ici, lorsqu'on analyse les créneaux entre les trois continents, on se rend compte en fait qu'on a très peu de marge de manœuvre en fait pour faire les créneaux. Et peut-être que en fait dans les créneaux qui sont affichés ici, on va être limite. Donc on n'aura peut-être pas le temps de faire la réplication suivant ce qui a été modifié dans l'intervalle de temps. Donc dans ce cas, en fait, par sécurité,
on va demander en fait un arrêt de la réplication. On va forcer en fait l'arrêt de la réplication, ce qui veut dire que peut-être qu'en semaine, par exemple, on force l'arrêt de la réplication. On n'aura peut-être pas l'ensemble des données répliquées. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on n'a pas l'ensemble des données répliquées que l'on ne peut pas travailler. Tout le monde voit l'ensemble des fichiers. Par contre, si elles ne sont pas répliquées, ça veut dire qu'on ne les a juste pas dans notre serveur local. On peut demander à forcer la réplication à l'instant T si j'en ai absolument besoin. Sinon, après, ce qui se passe, si vraiment on est limite dans les temps, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est faire une réplication totale le week-end, évidemment, pour rattraper ce delta qui aurait un retard, si éventuellement il y avait un retard. Donc ça, c'est des options aussi hein, à mettre en place et qui permettent hein, de limiter les trafics et donc d'optimiser les performances. Donc, dans la partie optimisation, voilà. Elle se situe en fait après la réplication, mais c'est effectivement valable hein, sur d'autres cas. Alors, je l'ai mis après la réplication parce qu'en règle générale, hormis dans les conditions actuelles un peu spécifiques là, du télétravail, sinon dans les conditions normales, lorsque l'on n'est pas en réplication, on ne rencontre pas ce souci-là. Par contre, quand on est en réplication, on peut avoir des notions de lenteur par rapport au réseau, ce qu'on retrouve aujourd'hui notamment avec le télétravail. Et donc les options qu'on va voir ici là, peuvent être appliquées aujourd'hui pour vous en fait si vous êtes en télétravail de chez vous et accéder au serveur de votre entreprise. On en parlera après. Il y a un petit sujet sur le spécifique à ce point-là. Donc, des choses qui peuvent être décochées, en fait, c'est par exemple d'inclure les mises en plan lorsque le modèle va être archivé. Alors ça va nous réduire forcément les accès réseau, puisqu'en fait, c'est une requête SQL supplémentaire. Donc, on va demander en moins. Ça, c'est bien une option en fait que l'on va choisir de décocher à l'instant T. Méfiez-vous, ça veut dire que si cette option est cochée, vous avez l'habitude de travailler avec cette option cochée, ça veut dire que si vous la décochez donc pour améliorer vos performances à l'instant T, notamment en télétravail, pensez bien à la réactiver après, parce qu'en fait, lorsque vous allez vouloir archiver, ça veut dire qu'il ne va pas vous amener dans la liste en fait la mise en plan en automatique cochée. C'est des options hein, qui vont vous permettre de gagner du temps. Donc ces options en fait, si je reviens ici dans l'administration, dans la console d'administration, je vais quand même vous montrer ici. Tac. Ici, donc dans les consoles d'administration, on va surtout travailler au niveau des groupes d'utilisateurs. On a toute une rubrique en fait utilisateurs, mais on va travailler surtout sur le son des groupes d'utilisateurs. On évitera au maximum de mettre des droits propres à un seul utilisateur. Hein. C'est toujours plus compliqué après de s'y retrouver. Et c'est surtout qu'en termes de souplesse, on a à y gagner à mettre des droits sur un groupe d'utilisateurs, puisqu'il suffit après de basculer un membre d'un groupe à l'autre pour qu'il récupère automatiquement en fait des droits. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de gestion et éviter de mettre des droits sur l'utilisateur. Donc sur les groupes d'utilisateurs, on va retrouver ici en fait l'onglet paramètres, et c'est dans cette boîte de dialogue qu'on va retrouver les différentes options. Donc l'option d'archivage, d'accord, inclure les mises en plan lors que le modèle est archivé. Okay. On reviendra après hein, sur cet exemple-là, sur ces options-là. Voilà. Ensuite, vous avez les options en fait d'affichage des fichiers référencés. Lorsque l'on va afficher dans Hydrowing, donc la prévisualisation dans PDM se fait au travers d'Hydrowing. Ça, je pense que c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. La seule chose, c'est qu'ici, lorsque l'on va cocher en fait, lorsque l'on va décocher, pardon, l'option l'aperçu ne nécessite pas de fichier référencé. Si elle est décochée, cette option, ça veut dire que même Hydrowing va aller rechercher à partir d'une prévisualisation d'un assemblage, il ira rechercher tous les enfants. Hydrowing n'a pas besoin en fait hein, des liens. À partir d'un assemblage, il sait ouvrir l'assemblage sans les enfants, comme une mise en plan, c'est pareil. Donc ça, c'est important de cocher du coup, pour le coup, cette option. D'accord. Donc cette option, elle aussi, elle se retrouve dans l'administration de PDM. Donc je le montre, hein, vous n'avez pas forcément les droits aujourd'hui d'accéder à ces fichiers-là, à ces options-là, pardon. Par contre, c'est important vous pourriez le voir après pour la suite. Donc dans les rubriques d'un coffre-fort, vous allez retrouver une rubrique qui s'appelle type de fichier. Donc type de fichier, c'est tout simplement l'ensemble des extensions de fichiers qui ont été chargées à un instant T dans un coffre. Donc ne vous étonnez pas de la longueur de la liste. Certains vont avoir des listes plus importantes, d'autres plus petites. Ça va dépendre en fait du nombre de fichiers, enfin des extensions qui ont été chargées.
si je viens sur l'extension, par exemple SLDSM, c'est ici que l'on va gérer, par exemple, l'interdiction des doublons. Dans le cas, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'était cette coche ici. L'aperçu ne nécessite pas de fichier référencé et la commande afficher fichier n'a pas besoin. Alors, c'est ces deux options-là pour les fichiers en fait SLDSM et les fichiers SLD-DRW principalement. On l'a effectivement pour les fichiers pièces qui a moins d'importance, on va dire, sur du dérivé, mais surtout les éléments qui ont des références, c'est les assemblages et les mises en plan. D'accord ? Donc ça, n'hésitez pas à vérifier que cette option-là est bien cochée hein, pour éviter de charger toutes les références alors que on est sur le viewer. L'autre chose qui peut être aussi intéressante, donc hein, ça c'est la première option, hein, la commande afficher fichier n'est pas besoin de fichier référencé. Lorsque l'on est en fait hein, sur la commande afficher, en fait, on ne va pas forcément aller rechercher aussi ces références. Donc ce qui veut dire que quand on va désélectionner cette option, en fait, PDM va afficher ce genre de choses, c'est-à-dire que la mise en plan en fait hein, ne sera pas en fait coché. Ça c'est l'impact de fait de cocher ça. En fait, ça n'utilise pas dans eDrawing les références et au niveau de PDM, par défaut en fait l'option ne sera pas cochée. Donc ça c'est bien des choses à avoir conscience hein, pour lorsque vous changez l'option, être bien en phase avec ce que vous modifiez. Mais forcément, on va gagner en performance. Hein, toutes ces choses-là, hein, ça évite d'aller recharger du fichier. Jean-François? Oui. Oui, donc là j'ai quelques remarques. Est-ce que vous nous entendez? Donc, parce qu'on me dit que le son est coupé par l'organisateur, donc ce qui m'étonnerait fortement. Donc je vais vous poser la question. Oui, très bien. Ok, parfait. Bon, bah, non, bah, je pense que je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai deux personnes qui m'ont dit que le son avait été coupé par l'organisateur, mais non. Ok, D'accord. Non, merci. moi de mon côté, j'ai pas touché au son. Enfin, Oui, mais non, moi non plus. Ok, Ouais. ok, parfait. Très bien. Bon, je continue. Désolé. Oui. Donc, ouais, bon, n'hésitez pas à mettre des petites remarques. Alors moi, effectivement, les messages, vos messages, je les vois pas, mais Romain les voit. Hein, donc, n'hésitez pas à dire ce qui va pas au niveau du visuel ou du son. Si c'est trop vite, si c'est pas assez vite, n'hésitez pas à faire vos remarques. On en tient compte. Ensuite, côté optimisation. Alors là, on va dire, on est plus dans l'optimisation vraiment. C'est plus dans le cas vraiment lié à aujourd'hui, hein, le confinement. Hein, vous êtes chez vous, vous avez besoin de travailler en VPN sur le serveur de l'entreprise, ou le cas aussi de la réplication, où en fait on a des débits qui peuvent être plus ou moins bons entre les sites. C'est des options qui peuvent être désactivées. Donc ça, c'est côté SolidWorks. Donc c'est la possibilité de en fait, éviter la mise à jour du volet. Donc dans SolidWorks, je vous montre juste, dans SolidWorks, en fait, c'est vous retrouvez systématiquement en fait la partie options ici. Et donc dans les options de PDM, vous avez en fait ce pavé-là. Donc dans options, hein, et vous avez options PDM. Et vous avez en fait des options que vous pouvez désactiver. Ça va jouer en fait sur le panneau de droite ici. Le panneau de droite, c'est SolidWorks PDM, qui va pas forcément se remettre à jour, qui va. Et ça, en fait, ces options-là, en fait, systématiquement, demandent en fait, interrogent le serveur SQL. Donc forcément, si on est en débit réduit, on a tendance on va pouvoir les désactiver ces options-là. N'hésitez pas à le faire. Hein, si vous êtes en télétravail, vous verrez, ça quand même, ça joue, ça influence énormément hein, sur les performances. Effectivement, quand vous reviendrez au bureau, si vous êtes en local avec votre serveur local, surtout recochez-les. Ça n'a pas d'influence hein, sur un serveur, sur un réseau local. On a le débit suffisant. C'est vraiment par rapport à notre situation actuelle ou sur un ensemble répliqué avec des débits plus ou moins bons. D'accord? Et puis l'autre choix, alors là on va dire c'est comme je l'ai écrit, hein, c'est une solution beaucoup plus radicale, mais si vraiment on a des grosses lenteurs, il y a quand même aussi l'option, toujours au même endroit hein, dans SolidWorks, qui va permettre de masquer carrément
le panneau en fait de SolidWorks PDM. Donc c'est cette option-là, montrer le volet d'arborescence ici. Vous pouvez le masquer, donc c'est le panneau de droite. Du coup, il ne se mettra plus à jour et donc il ne se calculera pas, il n'y aura aucune requête quand vous serez en train de travailler dans SolidWorks. Alors vous allez dire, bah oui, mais si j'ai plus le panneau, comment ça se passe, comment je vais pouvoir faire mes extractions, comment je vais pouvoir aller rechercher mes fichiers. Effectivement, c'est handicapant, hein, le but, c'est vraiment là encore trouver des solutions, essayer d'optimiser votre fonctionnement aujourd'hui, hein, dans la situation actuelle. Hein. C'est pas le fonctionnement normal, on va dire. Ceci dit, en fait, dans le panneau de gauche, du coup, hein, l'habituel, vous aurez toujours accès au menu SolidWorks PDM pour extraire, pour archiver, pour tenir la dernière version et pour accéder aux propriétés. Alors ça limite, effectivement, hein, vous n'allez pas voir immédiatement ici qui a extrait le fichier, dans quel état il est, vous ne verrez pas la version. Mais dans des cas extrêmes où vous avez vraiment des lenteurs d'affichage, on peut aller enfin, forcément jusque-là. Donc là, c'est ce qu'on explique, hein, et que après, dans le Feature Manager, vous avez quand même accès aux fonctionnalités. OK. Petites options aussi, ça c'est plus côté admin, enfin c'est même totalement côté administrateur. Ne pas hésiter aussi à limiter le nombre d'enregistrements du fichier journal dans les tâches. Donc les tâches, en fait, c'est tout ce qui va être généré en tâches automatiques. Ça c'est côté administration. On va lui mettre une limite d'enregistrement, en fait, tout simplement parce qu'il va garder un historique. Et cet historique, on a rarement besoin de remonter en fait sur un historique de 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Par contre, peut être intéressant de remonter sur les 100, les 200 ou les 500 dernières tâches. Rarement plus, quoi. Même 500, je pense que c'est déjà énorme. Ce qui est important, c'est de les limiter. De base, elles ne sont pas limitées. Donc, ce qui est important, c'est de limiter. Ça évite de charger, en fait, tout simplement la base SQL et donc d'avoir à réécrire dedans. Donc, ces options-là, c'est pareil. Ça, c'est côté administration. C'est dans la liste des tâches. En fait, ici, hop, là, dans la liste des tâches, vous avez les tâches qui sont générées ici, vous avez la liste des tâches, donc les tâches, c'est celles qui vont se passer là, et vous avez donc les options en bas à droite. Et là, vous pouvez limiter le nombre d'enregistrements à conserver. Donc le nombre d'enregistrements à conserver, c'est simplement l'historique que l'on va retrouver ici. D'accord? Donc c'est intéressant de garder, il ne faut pas le mettre à zéro, puisque on peut avoir certaines tâches qui sont en échec et ça permet de comprendre pourquoi. Après, voilà, on peut, c'est important même de le limiter en fait. Okay. Ensuite, des choses, on va dire, de base. Alors, on va dire c'est du connu, hein, du classique, c'est effectivement le nombre de variables dans une carte de données. Plus on va avoir de variables dans une carte de données, forcément, plus on interroge, plus on sollicite le serveur SQL, plus on interroge la base. Lorsque l'on parle de nombre de variables, hein, effectivement, c'est toujours intéressant d'en avoir un certain nombre. Certaines fois, on peut remarquer des cartes qui ont été conçues à un moment donné avec un choix de vouloir mettre beaucoup d'informations et que finalement cette information n'est pas utilisée ou elle a été rentrée d'une manière différente. N'hésitez pas de temps en temps à remettre à jour vos cartes de données et supprimer des variables qui ne seraient plus utilisées. Parce que même si elles sont présentes dans vos cartes, elles sont calculées. Donc ça, n'hésitez pas hein, de temps en temps à regarder les variables qui sont en place, si elles sont toujours utilisées, éventuellement peut-être retravailler la mise en forme. Peut-être que certaines variables, si elles ne sont pas utilisées, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas accessibles facilement, donc n'hésitez pas à retravailler ça. Dans le même modèle, hein, dans le même exemple, les modèles PDM, hein, donc quand je fais un clic droit nouveau, là c'est pareil, hein, le nombre de variables va jouer. Le nombre de variables aussi peut se cacher au travers des onglets, des différents onglets que l'on est capable de mettre dans une carte de données. Sur différents onglets, on est capable de mettre autant de variables que l'on veut. Et ça aussi, c'est pas parce que les variables sont sur un onglet caché qu'elles ne sont pas calculées. D'accord. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience de ces points-là. Donc éviter par dupliquer l'information ou de remettre en fait des informations en double à différents endroits et n'hésitez pas à faire du ménage dans vos cartes de variables, dans vos cartes de données, pardon. Après, en fait, quelques informations, on va dire, de base. Hein. On va éviter d'avoir en fait plus de 20 000 fichiers par. Ça, c'est une base réelle. Plus de 20 000. Pardon, j'y suis.
Oui, là ici c'est le nombre de dossiers sans documents. Alors ça paraît énorme, mais comment on peut avoir autant de dossiers sans documents? L'utilisation par exemple de modèles dans PDM qui va vous créer une structure. Certaines fois en fait on va créer des dossiers vides au démarrage et en fait ces dossiers-là ne sont jamais utilisés dans toutes les affaires que l'on va faire. Et du coup on multiplie le nombre de dossiers avec rien dedans. Ça c'est pas forcément bon pour les performances de PDM. Donc ça, c'est le nombre de dossiers vides. D'accord. J'ai été un peu flou au départ, hein, donc c'est bien le nombre de dossiers vides, hein, rester en dessous de 20 000. Et puis aussi, c'est un max de 3000 fichiers par dossier. Bon, ça, je pense que ce message-là, il est passé, puisque c'est surtout côté Windows, hein, cette limitation, donc on évite. Je pense que de toute façon, si vous avez des dossiers aujourd'hui avec plus de 3000 fichiers, vous voyez le problème, en fait, hein, lorsque vous les allez parcourir dedans. On verra que ça, avec la version 2020, c'est un peu contourné. L'écran que vous voyez, en fait, l'image en fait, que vous voyez ici, en fait, c'est tout simplement un outil d'analyse. J'en parlerai tout à l'heure, puisque c'est un outil d'analyse qui est à disposition des revendeurs, hein, de vos revendeurs. Donc, c'est pareil, lorsqu'ils analysent votre base, ils ont cet outil à disposition et qui permet de mettre en avant certains points. Notamment, là, ici, on voit le nombre de dossiers le nombre de dossiers vides qui approche les 20 000 et un dossier par exemple là notamment contient plus de 10 000 fichiers dans l'exemple de cette analyse là. Okay. Voilà pour la partie pour la première partie en fait là, sur la partie serveur donc qui a été assez longue. Donc maintenant on va parler sur la partie optimisation SQL donc là vraiment plus basé sur les serveurs et vraiment sur la partie SQL. Donc la première chose en fait hein, sur la partie SQL, hein, c'est de bien décider. Alors là, je reprends l'exemple de l'image tout à l'heure. En fait, lorsqu'on va avoir de la réplication et qu'on ne met pas en place la réplication SQL, qu'on utilise un serveur SQL avec autant de serveurs d'archives, bien réfléchir à la mise en place, l'emplacement du serveur SQL par rapport au nombre de sites, par rapport au site qui a le plus d'utilisateurs, par rapport au débit, en fait, au temps de latence entre chaque site. Donc ça, c'est important hein, de vérifier à quel endroit c'est important et de le positionner et aussi par rapport au décalage horaire. Ensuite, on va voir certains ports à ouvrir. Donc on revient en fait hein, par rapport au point qu'on a parlé tout à l'heure sur l'antivirus et le firewall. Donc là, c'est pareil, on va avoir des ports à ouvrir. Donc ça, c'est les ports de base. Je vous ai remis derrière en fait hein, le petit tableau récapitulatif avec les ports et à quoi ils sont liés en fait, hein, tout simplement. Donc soit pour SQL Server, donc on va retrouver à chaque fois le 1433 et le 1434. Pour le serveur de licence, donc lorsque vous avez de la licence flottante, ce qui est le cas forcément avec PDN et aussi avec SolidWorks pour les gens qui ont des licences réseau, hein, il y a le port 25 734 et 735 hein, à ouvrir. Donc vous avez en fait l'ensemble des ports à ouvrir et à quoi ils servent précisément. Je reviens donc hein, sur l'outil d'analyse dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc cet outil d'analyse en fait hein, est disponible, c'est votre vendeur hein, qui a cet outil-là et c'est auprès de lui qu'il faut voir et travailler en fait sur les optimisations du coffre. Et donc cet outil va nous permettre d'analyser l'historique d'une base de données et le fonctionnement actuel. Donc en termes d'utilisation de mémoire, en termes de plein de données différentes. Hein. Donc c'est important de savoir qu'il existe des outils quand même pour monitorer et analyser ce qui existe aujourd'hui. Des choses de base aussi sur le SQL, hein, c'est tout simplement l'utilisation de la mémoire, la mémoire du serveur SQL, la mémoire vive. Hein. On voit souvent, enfin moi je vois souvent en fait hein, des serveurs qui sont installés avec un SQL sans limitation de mémoire. Alors, il faut savoir que SQL va utiliser un maximum de mémoire dès qu'il a de la possibilité et il la libère pas forcément en fait. Donc il faut surtout pas hésiter, et c'est surtout très important de mettre en place une limite d'utilisation de mémoire pour une instance SQL. Donc l'instance SQL, c'est l'instance dans laquelle va tourner, va utiliser PDM. Si je prends l'exemple ici d'un serveur qui aurait 32 gigas de mémoire vive, on va lui dédier 28 gigas par exemple pour cette instance SQL et on va laisser surtout de la mémoire disponible. L'objectif, c'est de laisser un minimum de mémoire disponible pour faire fonctionner Windows. C'est important aussi de mettre en place des redémarrages de serveurs. Alors, redémarrage de serveurs ou au minimum redémarrage de services
Mais redémarrage de serveur, c'est très important de faire un redémarrage de serveur. Suivant la sollicitation, suivant le nombre d'utilisateurs, si c'est 5 utilisateurs, si c'est 25, on va redémarrer peut-être une fois par semaine, peut-être une fois tous les 15 jours, ou peut-être une fois par mois. C'est pas à faire tous les jours, évidemment, hein, mais c'est important de programmer ce genre de choses. Arrêt des services ou redémarrage. Redémarrage étant plus efficace, évidemment. D'autres choses aussi hein, sur la taille de la base de données temporaire. Donc la base de données temporaire, au niveau SQL, c'est la base de données par laquelle passent toutes les informations. Toutes les informations sont écrites dans cette base de données. Donc là, il y a des choses, hein, c'est pareil, hein, il y a des valeurs minimum à respecter avec les grossissements. Donc ça, n'hésitez pas en fait à faire le point avec votre IT, vérifier, par exemple, j'ai déjà été confronté au cas où il y a eu des limitations de mise sur la TempDB. Ça, c'est des choses à surtout ne jamais mettre en place. Donc, effectivement, hein, dans l'administration, on avait un message d'erreur continu qui nous indiquait qu'il y avait une limitation. Donc ça revient avec le terme de tout à l'heure, hein, où de temps en temps, n'hésitez pas à aller voir hein, les logs dans le journal des événements, dans l'administration PDM, puisque cette information, vous l'avez s'il y a des limitations, s'il y a un blocage à un moment donné. Par contre, le vérifier, regarder comment a été paramétré le SQL, remodifier pour l'adapter, c'est important de le faire. D'accord. Ça, on est un peu plus dans l'optimisation, on va dire top niveau, c'est-à-dire que là, vraiment, si on a un serveur SQL très sollicité, on peut imaginer en fait diviser le fichier de base de données temporaire en plusieurs fichiers, ce qui va permettre une écriture beaucoup plus rapide sur le serveur. En général, en fait, on fait autant de fichiers temporaires qu'il y a de cœurs sur le serveur. C'est les règles, hein, c'est les règles bases. Bon, après, voilà, il y a pas mal de choses, vous garderez. Des scénarios aussi qui ont été testés chez nous pour essayer d'évaluer au mieux les performances hein, autour du SQL. Donc, j'insiste sur les performances des SQL, mais c'est vraiment le cœur. C'est le cœur de PDM et c'est vraiment là en fait où on peut gagner. Hein. Donc différents scénarios au niveau d'utilisation des disques. Alors, je les affiche hein, tous, hein, tout simplement rapidement, hein, ce qui est montré ici, c'est les tests qui ont été faits avec un disque dur, deux disques durs, trois et quatre disques durs, avec différents types de sécurité, donc soit en classique, soit en RAID 1, soit donc ces différents tests ont été menés et pour pouvoir analyser à quel moment on retrouve les meilleures performances. Donc, je vais passer vous pourrez regarder hein, après coup. Globalement, en fait, hein, ce qui ressort et ce qui est le plus important, c'est vraiment en fait d'isoler les fichiers en fait de base de données, les fichiers de la base TempDB et les logs. Donc sur des disques, si possible sur des disques différents. Ce qui est important en fait, c'est surtout la rapidité des disques. Autant sur la partie archive les fichiers en physique, c'est moins important. Sur la partie SQL, on a de vraies performances à gagner de ce côté-là. Alors, vous allez me dire aujourd'hui avec les serveurs virtuels, c'est peut-être plus compliqué. Ceci dit, le serveur virtuel s'appuie toujours sur des disques et donc il y a aussi derrière hein, à regarder quelle rapidité, à quel endroit en fait on installe tel ou tel emplacement. Et donc les performances sont vraiment mis en avant sur la séparation en fait du stockage du fichier de base de données, du fichier de TempDB et des logs. D'accord. Donc ça c'est important d'avoir cette vision-là et de tendre vers cette solution-là. Ensuite, on va avoir aussi des choses comme la gestion de la base de données en tant que telle. Donc, il y a une option qui est assez basique, on va dire, c'est tout simplement le mode de récupération sur une base de données SQL. Sur une base de données, en fait, on va passer pour du PDM, hein, je précise bien pour du PDM, on passe en mode de récupération simple. Ça veut dire qu'on n'écit pas de fichier journal. Le fichier journal, c'est le log. Hein. Avec PDM, on n'écrit pas. On va écrire dedans, mais on ne va pas en fait le stocker de cette information. L'objectif d'avoir un mode complet, en fait, c'est tout simplement de pouvoir remonter une base de données à partir du log. Avec PDM, en fait, on n'utilise pas cette technique-là, puisqu'en fait, lié à notre base de données, on a toute la partie serveur d'archives. Et donc, on serait forcément désynchronisé entre la sauvegarde de notre archive qu'on aurait fait à un instant T et le log qui, lui, est écrit en permanence. Donc, le mode de récupération complet n'a pas lieu d'être avec PDM, et non seulement n'a pas lieu d'être, mais en plus, il est source de ralentissement.
Le seul moment où on en a besoin, et là pour le coup c'est obligatoire, c'est quand on a de la réplication de base de données. Pas de la réplication d'archives, comme je vous en ai parlé jusqu'ici, mais de la réplication de base de données. C'est-à-dire aujourd'hui, ça concerne vraiment peu de monde aujourd'hui. Donc normalement, dans la plupart des cas, c'est le mode de récupération simple. Donc ça, faites bien attention puisqu'un fichier de log peut prendre énormément de place. J'ai juste mis un exemple en dessous, 16 gigas pour un fichier de log. D'accord? Donc c'est des choses vraiment à essayer d'optimiser et donc en le passant en mode simple, le fichier de log ne grossira plus. Autre chose, donc l'optimisation en fait par la croissance automatique. Donc ça c'est pareil, bien vérifier. Certaines bases, moi j'ai vu des bases avec une croissance automatique de 1 méga. Donc d'1 méga, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la base de données va avoir besoin d'un espace, elle va reprendre sur un disque 1 méga et 1 méga et 1 méga. Ce qui veut dire qu'en fait on va fragmenter énormément cette base de données. Donc derrière, effectivement, on a des tâches de fragmentation, mais essayer d'éviter ce genre de croissance, d'adapter la croissance à la taille. Il n'y a pas de valeur spécifique à donner. Elle est liée surtout à la taille de votre base de données et à la faire évoluer en fonction de ça. La partie sauvegarde, alors c'est un point très important parce que le jour où il y a un crash, on est bien content de pouvoir tout récupérer. Donc la partie sauvegarde, elle inclut forcément deux parties. Comme j'ai évoqué jusqu'ici, on a la partie base de données, on a la partie fichier physique. Donc la partie base de données, tout simplement on va mettre en place un plan de maintenance. Je vais en parler juste après au niveau SQL pour avoir une sauvegarde. Et derrière, il faut aussi avoir une sauvegarde de la partie archive physique des fichiers. D'accord? Et les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'on est incapable de remonter une sauvegarde juste avec la base de données ou juste avec l'archive des fichiers. Il faut absolument les deux dater du même moment pour que les deux soient en phase et qu'on retrouve l'ensemble des fichiers présents dans la base de données. Donc ça, c'est important d'avoir les deux. C'est la base, mais c'est important de vérifier qu'on a bien nos sauvegardes, que ces sauvegardes tournent. Allez les vérifier de temps en temps, qu'elles soient opérationnelles. N'hésitez pas à tester tout ça. Donc pour la sauvegarde SQL, on va utiliser, notamment pour la sauvegarde SQL, on va utiliser un plan de maintenance. Donc un plan de maintenance, forcément pour la sauvegarde, on va faire un plan de maintenance avec une sauvegarde complète. On n'utilise pas de sauvegarde incrémentale dans notre cas, puisque nous on a besoin d'une sauvegarde, on retravaillera qu'à partir d'une sauvegarde complète. Donc un backup complet, on va en fait générer tout simplement au travers des plans de maintenance SQL, on a différentes possibilités. Tous les jours, on va faire le backup et derrière, en général, on lance une tâche de nettoyage du backup pour conserver en fait un historique, mais pas tout l'historique, puisqu'en général, ça c'est stocké ailleurs après. Certains aussi utilisent au travers des VMware, utilisent carrément la sauvegarde de la machine virtuelle. C'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis après, en fait, toutes les semaines ou tous les mois, là c'est pareil, par rapport à la taille de votre coffre, on va lancer des tâches de maintenance qui sont en fait la réorganisation des index et leur reconstruction. Des tâches inutiles dans les plans de maintenance, c'est les backups incrémentales. On ne saura rien en faire derrière. Donc, aucun intérêt de lancer des backups incrémentales sur une base de données PDM. Et c'est pareil, le transaction log, aucune utilité puisqu'on ne saura rien en faire derrière. Côté, je pars toujours, je précise bien, côté base de données PDM. On n'est pas sur du base de données classique SQL. Voilà pour la partie optimisation SQL. Quelques bonnes pratiques. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà, quelques petites bonnes pratiques au niveau de PDM. Alors la première, je pense que c'est un peu basique. Là, les bonnes pratiques, ça va être, c'est assez basique, mais c'est effectivement dans la, on va dire dans peut-être 80-90% des cas de nos clients, l'idéal c'est de travailler avec la dernière version. La dernière version, donc en fait, c'est l'option qui est ici, qui se trouve en fait au niveau de l'administration, qui va se trouver toujours en fait. Je remonte ici au niveau des utilisateurs. Donc, hop, je retrouve le groupe d'utilisateurs ici. Je reviens en fait sur le groupe concepteur et j'étais dans les paramètres. Et donc ici, dans la boîte de dialogue de référence, toujours utiliser la dernière version des fichiers. Donc ça, dans la mesure où on va dire les gens qui travaillent à l'affaire, qui vont travailler en machine spéciale, souvent en fait on va forcer ce mode-là, ce qui permet d'être sûr d'avoir toujours la dernière version affichée à l'écran. Certains clients qui vont travailler plus sur des produits série
cette option n'est pas forcément à mettre en place, puisqu'on on va peut-être avoir besoin de travailler sur différentes révisions en même temps. Donc là, en fait, on va éviter de la cocher. Mais dans beaucoup de cas, on a cette option est intéressante à cocher. Donc, quand vous activez cette option-là, ce qui veut dire que dans l'explorateur PDM, vous n'avez plus accès à la fonction obtenir les anciennes versions. Donc, n'hésitez pas à cocher cette option-là, l'option qui s'active en dessous, en fait, qui vous permet quand même, à partir de SolidWorks, de pouvoir ouvrir une ancienne version. Donc, ces deux options, en fait, sont liées. Donc, ça, c'est si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à travailler avec la dernière version. La différence, en fait, travailler avec la dernière version, si vous ne l'avez pas de coché, quand vous ouvrez un assemblage dans SolidWorks, il ne va pas forcément aller rechercher les dernières versions de chaque pièce et chaque composant. Ce qui veut dire que vous êtes en mesure de prendre, par exemple, une cote sur un assemblage qui ne serait pas tout en dernière version. Vous avez l'information dans le navigateur sur votre droite dans SolidWorks, que vous n'avez pas les dernières versions. Donc ça, c'est à vérifier. Par contre, dès que vous allez extraire, il ne vous posera pas la question, il ramènera automatiquement la dernière version. On est incapable d'extraire une ancienne version, on extraira toujours la dernière version. Donc en termes de modification, il n'y a aucun risque, c'est plus en termes de consultation où il faut être prudent lorsqu'on ne travaille pas avec la dernière version. Voilà. L'option aussi de changement d'état, en fait, des enfants. Ça c'est pareil, c'est suivant votre fonctionnement, est-ce qu'il faut le conserver ou pas. Si c'est coché, ça veut dire que quand je vais changer d'état, un assemblage, il m'emmène les enfants, il va me passer automatiquement tous les enfants dans le même état. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que quand je vais modifier, je veux passer tout en modification ou pas? Bon, ça bien, c'est des petites options importantes à vérifier. Un point aussi important, une option à activer. Alors sur l'écran, effectivement, là je vais montrer les deux options en fait sont à l'inverse. L'option de détruire automatiquement des fichiers locaux. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui a supprimé un fichier, qu'il soit supprimé sur tous les emplacements locaux. Donc c'est toujours dans les groupes d'utilisateurs, dans la partie explorateur. Supprimer automatiquement les fichiers en lecture seule locaux. J'ai un utilisateur A qui crée un fichier, l'utilisateur B qui le consulte, l'utilisateur A vient par la suite à supprimer ce fichier-là, l'utilisateur B il va l'avoir toujours dans son espace local. Il va apparaître chez lui en grisé. Donc si cette option-là est cochée, il sera automatiquement supprimé. Il n'aura pas de fichier en fait gris, tout simplement. Donc ça c'est important aussi dans l'utilisation et en termes de clarté pour l'utilisateur d'avoir cette option de cocher qui va automatiquement lui masquer ces informations-là. Des petites choses aussi qui augmentent le trafic en fait en termes de navigation, c'est le pop-up en fait des informations de l'utilisateur. C'est pas grand chose, mais bon, c'est le petit affichage avec la carte d'identité en fait de l'utilisateur, avec son numéro de téléphone, son mail et ainsi de suite. Donc ça, c'est des petites options qui prennent de la ressource. Des choses aussi de base, par défaut, on a sur les droits utilisateurs de cocher, on doit entrer un commentaire en fait au changement d'état ou au changement de version. Vérifiez bien si c'est nécessaire parce qu'effectivement, l'avoir à chaque fois, certaines fois, c'est pas forcément nécessaire. On a tendance à l'avoir de cocher et du coup, les utilisateurs finissent par juste mettre un espace ou une lettre et ne pas renseigner l'information. Donc, vérifiez bien si c'est nécessaire de l'avoir. Des petites fonctions de base aussi présentes dans PDM, la copie d'arborescence qui vous permet de dupliquer l'ensemble, un assemblage avec ses mises en plan, avec tous ses parents et ses enfants pour en faire une nouvelle version, par exemple, donc dans un autre dossier avec un nommage automatique et ainsi de suite. Donc ça, c'est des fonctions internes à PDM qu'il ne faut pas oublier d'utiliser, puisqu'on emmène l'assemblage et aussi ses mises en plan. Mais même sur une pièce, si on prend juste sa pièce pour la dupliquer, on emmène la pièce et sa mise en plan pour la dupliquer avec un nouveau nom dans un autre dossier. D'accord. Et là, dans une duplication, une copie d'arborescence sur un assemblage, on va choisir quelles pièces seront nouvelles et quels composants seront identiques à l'assemblage dans lequel je démarre, lequel je pars. L'autre option, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, avec cette option-là, en fait, tout ce qui va être dans les chemins de bibliothèque ne seront pas accessibles à la copie. Par exemple, toute la partie visserie. La partie visserie, je serais incapable de la dupliquer. Donc, c'est un des gros intérêts aussi d'utiliser cette fonction-là.
Des petites choses aussi assez pratiques avec PDM, hein, lorsque vous renommez, vous déplacez, hein, il n'y a pas de perte de référence dans PDM, hein, puisqu'à chaque fois il va savoir, la base de données, c'est aussi à ça qu'elle sert, hein, c'est-à-dire c'est elle qui va avoir l'information, et automatiquement en fait l'historique du fichier est renseigné, c'est-à-dire que quand vous faites un renommé quelque part, lorsque vous déplacez, vous avez systématiquement dans l'historique de votre fichier l'ancien nom, d'accord, et vous avez aussi, si vous l'avez déplacé, l'ancien emplacement. Donc, si vous retombez sur un fichier qui pour vous n'est pas au bon endroit, dans son historique, vous allez savoir dans quel dossier il était à l'origine. Donc ça, c'est important puisque c'est des actions qui se font toutes seules, hein. Il n'y a aucune action de l'utilisateur. Le suivi des références, bon, ça, c'est du classique, on va dire. Maintenant, on va passer en fait sur la partie performance, donc la partie 2020, les nouveautés de 2020. Les nouveautés de 2020, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de nouveautés sur SolidWorks et côté PDM, PDM n'est pas en reste non plus puisqu'il y a eu pas mal d'améliorations et pas mal d'améliorations orientées performance. Donc, dans la partie performance, un des points qui a été énormément amélioré, c'est la navigation. Donc maintenant, lorsque l'on va cliquer sur un dossier, la première chose qui va se passer, en fait, c'est qu'on va avoir la petite roue de chargement là, de loading, qui va nous permettre en fait il va travailler en fait sur l'affichage du dossier de la colonne non dans un premier temps. Et ensuite, il affichera les autres colonnes. Ce qui veut dire que dès qu'il a fini en fait d'afficher la colonne non, je peux cliquer ailleurs. Je suis pas obligé d'attendre l'affichage complet de l'ensemble du dossier. Si j'ai cliqué dans un répertoire où il y a énormément de fichiers, je peux changer avant d'attendre la fin. Donc ça, en termes de performance, ça a été totalement revu en fait l'accès en fait à cette navigation. Un outil très pratique qui a été ajouté, c'est tout simplement la recherche rapide. Aujourd'hui, pour faire des recherches, en fait, hein, jusqu'à la 2019, hein, pour faire des recherches avec PDM, vous êtes obligé d'ouvrir une carte de recherche. Là, en fait, on a repris la fenêtre de recherche en haut, ici, et dans cette fenêtre de recherche, vous allez pouvoir définir un nombre de variables, au maximum 6, ce qui est pour moi grandement suffisant, sur lesquels vous allez rechercher en priorité, c'est-à-dire, enfin, PDM va rechercher en priorité. À partir du moment où vous allez taper des mots ou des chiffres en haut, il va rechercher dans les champs que vous aurez définis au niveau de l'administration, hein. Donc, par exemple, les champs classiques, hein, ça va être forcément le nom, la description, peut-être le code article, peut-être la matière, enfin, des champs les plus utilisés, les plus classiques. Et du coup, ça vous évite d'ouvrir une carte de recherche directement. L'accès à la recherche se fait ici. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Et ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir définir un nombre de fenêtres de recherche comme ça par utilisateur ou groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que les concepteurs vont vouloir rechercher suivant un certain nombre de variables, mais peut-être que le service méthode ou que les achats ou que d'autres services vont vouloir des recherches suivant des champs différents. Et ça, on est tout à fait à même de le faire. On a aussi la possibilité dans cette fenêtre de recherche d'utiliser les opérateurs et ou. Okay. Une belle nouveauté aussi dans les cartes de recherche, pour le coup, dans les cartes de recherche, on est capable maintenant en fait d'accéder, d'ajouter en fait sur une même case plusieurs variables. Donc dans un même champ, je peux rechercher plusieurs variables. Le cas à l'écran ici, c'est la description. J'ai description 1, description 2, description 3. Je vais pouvoir mettre mes 3 variables et dans un seul champ de ma carte de recherche, je recherche et il ira rechercher automatiquement dans les 3 champs. Ça, on peut le faire sur tous les champs, hein, c'est pas limité à un seul champ. Hein, donc ça, c'est pareil, c'est une belle avancée. Donc, toujours les opérateurs. Hein. L'outil, pareil, hein, dans les fonctionnalités, la possibilité de se déconnecter. Alors, ça paraît peut-être basique, mais en haut à droite, vous allez retrouver le petit utilisateur. Avant, pour aller se déconnecter, c'était pas forcément simple, hein, c'était fastidieux et il fallait aller en bas. Donc, effectivement, là, c'est assez simple. Ça permet de se déconnecter, mais aussi ça permet de voir comment on est connecté. Je vais faire juste une petite parenthèse sur ce point-là. Là, je vois là, par exemple, on est connecté en tant qu'admin. Au niveau de l'administration, si vous êtes vous-même utilisateur, concepteur dans PDM et administrateur,
surtout, utilisez deux logins différents. Ne vous mettez pas les droits administrateurs en tant que concepteur. Si vous êtes plusieurs administrateurs, je vous conseille de créer des logins spécifiques admin 1, admin 2, ne pas être plusieurs administrateurs à utiliser le même login, tout simplement parce que ça permet de voir ce qu'a fait l'autre. Et lorsque je suis en train de paramétrer les choses, si entre-temps j'ai un autre administrateur qui a touché les choses et ce que je suis en train de paramétrer ne fonctionne pas, ça permet d'analyser et de pouvoir poser la question aux personnes concernées. Donc, n'hésitez pas à créer plusieurs logins par admin et surtout ne pas utiliser vos comptes utilisateurs en tant qu'administrateur. Surtout que depuis la version 2019 ou 2018, on est capable de mixer des comptes PDM et des comptes venant de l'Active Directory. Donc, vraiment à utiliser rapidement. Ensuite, donc la partie opérateur de recherche dans les nouveautés 2020, donc qui a été retravaillée en fait, tout simplement d'une manière plus facile. Donc, je vais avancer un petit peu vite. Et donc voilà, parce que je vois que le temps passe quand même, il est bientôt midi. Donc le dernier sujet qui était sur la partie télétravail avec PDM. Donc sur la partie télétravail avec PDM, donc malheureusement, donc c'est la situation dans laquelle beaucoup de vous se retrouvent aujourd'hui. Moi-même, je suis aussi en télétravail. Je suis donc à côté de Nantes, donc voilà. Donc aujourd'hui, le télétravail, on va le faire principalement, alors j'ai mis un petit ellipse, via un VPN. Donc VPN, en fait, c'est tout simplement un réseau qu'on va ouvrir entre votre poste et votre serveur. Ça s'appuie sur Internet, mais c'est vraiment en fait un tuyau qui vous est dédié qui permet d'être sécurisé. Donc ça, je le mets ici parce qu'en fait, on va en parler derrière sur les différentes possibilités. Donc à partir du moment où vous avez le VPN d'ouvert et de connecté sur votre PC, c'est comme si vous étiez dans l'entreprise, à la nuance près que vous êtes dépendant en fait du débit de votre ligne. Et effectivement, en fait, comme plusieurs personnes vont être connectées au VPN de l'extérieur, forcément, quand ça arrive aussi dans l'entreprise, le débit, il va pas être dédié que pour vous. Donc forcément, il y a peut-être des compromis à trouver. Ça, c'est la première chose. Donc le VPN a travaillé avec le VPN. Donc une des possibilités pour travailler avec PDM en télétravail, c'est par exemple d'utiliser le bureau à distance. Donc, si vous avez un PC perso chez vous, vous n'avez pas le PC votre PC de travail est resté à l'entreprise. Si on a la possibilité de vous mettre le VPN sur votre PC pour accéder à l'entreprise, pour le coup, en fait, vous pouvez accéder à votre PC en bureau à distance, d'accord? Et votre PC étant dans l'entreprise sera connecté, lui, à PDM et va vous permettre de travailler, on va dire, normalement, entre parenthèses, à la nuance près que vous passez par votre ligne Internet. Donc, vous passez par votre ligne, donc le débit peut être plus ou moins bon, sachant que c'est surtout la partie vidéo de SolidWorks qui peut ralentir. Mais c'est une solution qui peut exister. Donc c'est l'accès en bureau à distance sur votre PC de travail depuis la maison. L'autre possibilité, là, vous avez votre ordinateur de travail, votre portable, ou tout simplement vous avez eu le temps de récupérer votre PC fixe à la maison. Et là, du coup, il vous faut là aussi, via le VPN, tout simplement pour sécuriser l'accès à votre entreprise, vous accédez en fait une fois connecté au VPN à entreprise. Donc il y a certaines choses à vérifier au niveau de la configuration, notamment les ports, et ainsi de suite. Par contre, lorsque vous êtes connecté en VPN avec votre ordinateur de travail chez vous, c'est comme si vous étiez sur le réseau de l'entreprise. Là encore, à la nuance près que vous êtes limité par le débit. Mais PDM, votre PC avec PDM et un VPN, c'est comme si vous étiez dans l'entreprise. Donc vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de PDM, vous êtes connecté à la base de données, vous avez accès à l'extraction. Donc par rapport à ces fonctionnements-là, si vous travaillez comme ça ou si vous avez l'intention de le faire là, pour les semaines à venir, n'hésitez pas à reprendre le replay et regarder un petit peu les optimisations au niveau du débit que j'ai pu conseiller plus tôt. Des choses à décocher, des choses, puisque là, typiquement, en fait, on va solliciter énormément le réseau. Donc là, ça peut être intéressant de désactiver certaines options pendant cette période-là.
D'accord? Donc n'hésitez pas. Ça, c'est la meilleure solution aujourd'hui hein, pour travailler à distance. Hein. C'est d'avoir votre PC de travail et d'avoir le VPN. Vous pouvez aussi, hein, je reviens ici, là, vous pouvez aussi travailler en fait en mode de déconnecté avec, PDM. C'est-à-dire vous pouvez très bien extraire ce que vous avez besoin. Ça va dépendre si vous êtes à plusieurs à travailler sur le même projet, ça c'est plus compliqué. Si vous êtes seul à travailler sur votre projet, c'est aussi une des solutions souples. C'est-à-dire que vous chargez toutes vos données, vous faites une extraction le matin ou vous lancez l'extraction le soir, et le matin vous avez tout à dispo. Vous travaillez en fait en mode déconnecté. D'accord. Alors le mode déconnecté, c'est quand même un mode dégradé, hein, puisque vous n'avez plus accès à la base de données, donc vous n'avez plus accès aux recherches, vous n'avez pas accès non plus aux cartes de données dans PDM, vous avez accès aux propriétés, mais pas aux cartes de données. Mais c'est aussi une possibilité. Ensuite, vous avez aussi Web 2. Donc le Web 2, en fait, hein, le Web 2 a beaucoup évolué en 2020. Ça, c'est une possibilité. Pour le coup, c'est un accès web. Donc là, il faut que votre service IT hein, vous ait préparé les accès et donc vous ait fourni l'adresse de connexion. Par contre, ça restera quand même un mode dégradé par rapport à du PDM intégré à SolidWorks, mais il vous permet quand même beaucoup de choses. Donc la version Web 2 de PDM, en fait, on va retrouver une interface. Alors, pour ceux qui connaissaient le Web 1, l'interface est totalement différente. Hein. On retrouve vraiment une interface identique à l'explorateur Windows, pour le coup, avec l'ensemble de l'aperçu des dossiers et ainsi de suite. La navigation se fait aussi simplement avec le multi-fenêtre, puisque on va ouvrir différents onglets. On a l'affichage des cartes de données, on a accès aux cartes de données, on a accès aux cartes de recherche, on a tout ce qui est prévisualisation. Donc, on va récupérer en fait toutes les fonctionnalités de PDM. On a la possibilité aussi de faire du glisser-déposer de dossiers, en fait, d'ajouter des documents indirectement. Hein, ça restera par rapport à vos droits, mais le Web 2 vous permet en fait de faire du check-in, du check-out. Donc, il connaît la structure des fichiers, hein, le Web 2. Donc, c'est-à-dire que sur un assemblage, il sait lire les références. Vous allez pouvoir mettre aussi des commentaires. Il sait retrouver, lui, hein, tout l'ensemble, toute cette information-là. Donc, il y a eu un gros travail de fait sur le Web 2. Donc, ici, on peut le voir. Hein, vous avez accès aux onglets Preview, Data Card, nomenclature, contient et cas d'emploi. À l'historique, vous avez vraiment l'accès à l'ensemble des informations. Vous avez les changements d'état, les check-out, donc les extraits archivés, et la possibilité de télécharger en fait avec les références ou pas. Donc ça, c'est toujours lié à vos droits, hein, évidemment. Mais le Web 2 a vraiment fait un bond en termes de fonctionnalité et vous permet un accès. Après, ça reste une interface à côté de SolidWorks, mais c'est déjà un gros plus pouvoir travailler avec. Donc là, c'est pareil, hein, quand on va télécharger, on a la possibilité de conserver la structure, ainsi de suite. Ça gère les fichiers de simulation. Et lorsque vous allez demander à récupérer des fichiers, vous avez directement en bas, dans la boîte de dialogue, le nombre de fichiers qui sont concernés. Okay. Donc, au niveau c'est pareil, hein, au niveau de l'agencement, vous avez différentes possibilités d'affichage, hein, suivant ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité en fait hein, qui peut être un plus si vraiment les débits sont plutôt mauvais ou si tout simplement l'accès n'a pas été préparé avant, vous n'avez pas les VPN. Avec le Web 2, s'il est installé, si vous avez les accès, c'est vraiment très souple d'utilisation. Voilà, on a fait le tour. J'ai été peut-être un peu long, j'ai essayé d'accélérer sur la fin. J'espère que ça a répondu à certaines de vos attentes, qu'on a pu éclaircir certains points. On va essayer d'améliorer en fait votre productivité pendant ces temps un peu compliqués, en espérant que chacun y trouve son compte. Peut-être on va faire un point sur la partie questions-réponses. Il y a eu des questions durant la présentation. Romain? Alors, non, enfin, j'ai des commentaires qui sont plutôt très élogieux, où ben, voilà, les gens te remercient pour la clarté de ton explication et le niveau de détail. Alors après, effectivement, hein, je pense que les questions vont aller un petit peu plus dans le détail dans les jours à venir. Hein. Si vous avez des questions sur PDM,
Et sur cette session, n'hésitez pas demain, après-demain, enfin les jours suivants dans la quotidienne de nous les rappeler ou nous les envoyer par écrit. On sera aussi ravis d'y répondre. Alors, si j'ai une question, voilà, le PDM standard permet-il un accès au serveur de l'entreprise à distance, en télétravail? Oui, alors le PDM standard sur le même alors ça dépend quel type d'accès, hein, mais ce qu'on a parlé tout à l'heure, notamment en VPN, ce que vous n'aurez pas en fait avec le PDM standard, c'est le Web 2. Encore le dernier exemple qu'on a vu. Par contre, le reste, en fait, est accessible, hein. Si vous avez un VPN, vous pouvez vous connecter sur votre serveur. Le PDM standard, ce qu'il n'aura pas, c'est la réplication, par exemple. Voilà, il y a des choses limitées en termes de nombre de cartes, de workflow et ainsi de suite. Mais vous avez la possibilité, puisqu'en fait, le principe de télétravail via le VPN, c'est juste ouvrir un tunnel entre votre PC et l'entreprise. Donc, à partir du moment où vous avez accès à l'entreprise, vous avez accès au serveur PDM et donc vous avez accès aux fonctionnalités. Bien, parfait. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui cette session, puisqu'il est déjà quasiment 12h10. Donc, on vous dit à demain. Donc, demain, un sujet tout aussi passionnant, puisque je vais vous faire eh bien, une session sur un module Express qui est pas très connu de SolidWorks, qui s'appelle DriveWorks Express. Et donc, on fera une session de 3/4 d'heure sur DriveWorks Express, comment configurer vos modèles, d'aller un peu plus loin que le paramétrique. Donc, c'est compris dans SolidWorks dès la version standard, donc n'hésitez pas à y participer. Ça nous fera plaisir. Eh bien, je vous remercie. Alors, j'ai raté le webinaire de vendredi à cause d'un déplacement professionnel. Oui. Est-il possible de le voir en replay? Normalement, il doit être disponible. S'il ne l'est pas, mais j'ai mis oui. juste sur l'écran actuellement là. Si vous avez le flash code là, si vous flashez ce code là, en fait, hein, vous accédez à l'ensemble des replays. Sinon, en fait, hein, les replays sont tous disponibles sur la chaîne en fait, hein, SolidWorks France. YouTube France, oui. Hum. Alors, s'il n'y est pas encore, hein, c'est ce qui doit être en train de s'uploader. Donc, mais il y sera, vous inquiétez pas. Ben, je vous remercie. On va mettre fin à cette présentation et ben, je vous dis à demain. Merci.